le Struma, le Theodor Herzl, l'Exodus 47, le Hamna Senesh, l'Altalena, le Hama Apil. autant de bateaux, Autant d'histoires singulières, autant d'aventures, une épopée extraordinaire vécue par des pionniers que rien ni personne ne pouvait décourager. la Brecha, histoire de l'immigration clandestine des Juifs vers la Palestine, 1934-1948. Un feuilleton conçu et réalisé par Laurent Lopez et Gilles Rosier, Avec le soutien de la Fondation Doron. Les passagers de l'Exodus ne peuvent qu'entreapercevoir les lumières du foyer juif de Palestine. Après s'être battus avec l'armée britannique, ils sont transférés à Haïfa sur 3 bateaux-cages. L'Empire Rival, le Runnymede Park et l'Océan Végour. Contrairement à l'habitude, les passagers ne sont pas débarqués à Chypre. La politique de la Haganah, qui consiste à saturer les camps pour forcer le blocus, est ainsi mise en échec. Les Anglais décident de renvoyer les bateaux vers le pays de départ, c'est-à-dire la France. Alors, Jacques de Rogy, le retour en France, de quel œil les autorités françaises voient-elles ce retour ? Il y a une tension qui se produit à ce moment-là entre les deux alliés, la France et la Grande-Bretagne, bien sûr, qui viennent de se réunir, je vous l'ai dit, à Paris pour le plan Marshall. Bon. Et il y a eu un dramatique Conseil des ministres qui s'est déroulé à Rambouillet, au château présidentiel de Rambouillet, le 23 juillet, si je me souviens bien, 47, qui a été interrompu par l'arrivée de l'ambassadeur britannique, Duff Cooper, qui avait un message du ministre des Affaires étrangères, en disant, eh bien voilà, on renvoie chez vous les gens que vous avez laissés partir. Enfin, il voulait pénaliser la France en même temps qu'il voulait casser le mouvement de la Haganah. Et à ce moment-là, il y a eu toute une délibération avec une assez forte tension entre Georges Bidault, qui était ministre des Affaires étrangères, qui était le cher petit homme de Bevin, très anglophile, et les autres ministres comme Daniel Meyer ou Jules Mock ou Depreux, ministre de l'Intérieur, qui eux étaient tout à fait pro-sionistes, si vous voulez, carrément. Et à la suite de ce Conseil des ministres, il y a eu un communiqué qui a été fait, qui a été lu par le jeune porte-parole du gouvernement. À ce moment-là, le porte-parole du gouvernement, c'était automatiquement le ministre le plus jeune, il s'appelait François Mitterrand. Il était ministre des anciens combattants et victimes de guerre. Et c'est lui qui a donné cette position de la France, disant, bien sûr, la France, fidèle à sa tradition d'hospitalité, est prête à accueillir sur son sol les rescapés de l'Exodus, mais à condition qu'ils veuillent bien descendre. C'est-à-dire qu'en aucun cas, on emploiera la force pour les faire descendre. Donc c'était une espèce de fin de non-recevoir britannique en disant, on veut bien accueillir vos 3 bateaux-cages sur la côte française, mais ne débarqueront que ceux qui veulent vraiment descendre. Si bien que, lorsque le port a été choisi, ça a été finalement Port-de-Bouc, qui était un petit port à pétrole à l'époque, tout à fait enclavé entre Marseille et Sète. Et on a dit, les bateaux seront en rade de Port-de-Bouc, mais ils ne seront pas à quai. C'est-à-dire que ce sont des barges qui viendront et qui accueilleront les volontaires, ceux qui acceptent l'hospitalité de la France. Alors pourquoi Port-de-Bouc ? C'était loin de la Côte d'Azur. Il faut voir que c'est le 3e été après-guerre, que à nouveau les gens se ruent sur la Riviera. Bon, ça redevient le littoral des vacances, et que d'abord on a cru qu'ils viendraient à Villefranche-sur-Mer. Alors au milieu des vacanciers, ça aurait vraiment été curieux. Donc on a choisi un lieu relativement désert. Et finalement, c'est un tout petit port à pétrole, je vous dis, qui était enclavé dans l'Hinterland derrière Marseille, à 40 km de Marseille. Et donc c'est là qu'aura lieu l'épreuve de vérité. Alors l'épreuve de vérité, comment la tester ? La France dit, nous allons faire monter une délégation à bord avec le secrétaire général de la préfecture de Marseille, des Bouches-du-Rhône, qui s'appelait François Colaveri, et avec des gens de la Croix-Rouge, etc. Et on va indiquer la position de la France aux passagers qui sont enfermés dans ces bateaux-là. Il fallait voir que ces bateaux, d'anciens Liberty Ships, c'est ça le paradoxe, les anciens bateaux de la liberté, étaient transformés en bateaux-prison par les Britanniques, c'est-à-dire des bateaux avec des grilles et des cages. Les gens étaient encagés, littéralement. On les appelait les bateaux-cages à cause de ça. Alors ces droits bateaux-cages sont comme ça en rade de Port-de-Bouc. Les barges arrivent avec la délégation officielle française qui fait connaître la position de la France et qui demande aux gens ce qu'ils veulent. Et alors les porte-paroles des immigrants, qui sont en général des gens de la Haganah, bien sûr, répondent merci à la France, mais en aucun cas nous ne descendrons. Personne ne voudra descendre. Alors les Anglais insistent pour que les Français répètent leur offre encore, et la délégation a beau monter à bord des 3 navires, il y a un refus général.
Et les Anglais sont furieux et disent aux Français, mais de toute façon, écoutez, là c'est parce qu'ils sont encore sous le fait de la propagande, il y a des meneurs parmi eux, on va essayer d'isoler les meneurs, et vous verrez que demain ou après-demain, il y en a qui commenceront à descendre. Et cette plaisanterie, entre guillemets, va durer 24 jours sous une canicule comme on n'en avait pas vu depuis 1872. C'est quelque chose d'extraordinaire, il faisait 40 degrés. Alors vous voyez un peu dans ces bateaux-cages où il n'y avait pas d'ombre, où les gens étaient à fond de cale, où il n'y avait pas de couchettes, etc., l'état dans lequel ils étaient, ils demandaient beaucoup à boire, drink. C'est un mot qu'on entendait le plus souvent. Alors, les Anglais ont dû quand même accepter les bateaux de ravitaillement français, que les Français montent de l'eau et des vivres, et même des soins médicaux, et même des médecins qui ont pu monter à bord. Et finalement, au bout de 24 jours de cette station en rade de Port-de-Bouc, seulement 138 malades sont descendus sur les 4500, plus une quarantaine de gosses. Alors, je suppose que les autorités au plus haut niveau ont des contacts. Est-ce que les Français font allusion aux morts lors du débarquement à Haïfa? Il y a un choc émotionnel formidable dans la population française. Il faut voir que les syndicats se mobilisent. À ce moment-là, c'était la grande époque de la CGT. Il y a des manifestations communes entre les communistes et les sionistes, voire les jeunes éclaireurs israélites aux côtés des jeunes communistes, sur le port même de Port-de-Bouc, où nous étions là, toute une horde de journalistes venus des quatre coins du monde, pour se faire l'écho des bribes de ce dialogue vertigineux d'espoir et de misère qui se tissait au fond des caves. Mais évidemment, il y avait les militants sionistes qui, eux, accourus en nombre, connaissaient les ressorts de cette ahurissante résistance. Pour nous, c'était vraiment tout à fait sidérant de voir ça. Il n'y a que 138 personnes qui acceptent de descendre dans cet enfer. C'était vraiment une espèce d'enfer avec cette canicule. Et finalement, le 22 août, alors bon, c'est là où les Britanniques vont essayer de frapper un coup psychologique et, à mon avis, vont commettre la plus grande erreur politique qui est de dire, bien, puisque effectivement, parce que les autorités françaises, au bout de 20 jours, disent, écoutez, ça peut pas comme ça durer 107 ans, ce scandale dans les autorités françaises, sous les yeux de la presse mondiale. Il n'y avait pas de télévision à l'époque, mais il y avait les caméras de l'actualité, l'actualité Beaumont, l'actualité française, etc. Fox, Movietone, etc. Ça se répandait dans le monde entier. Est-ce qu'il y avait des témoignages de sympathie venant des habitants de Port-de-Bouc ou de la région? Tout à fait. Le maire de Port-de-Bouc, le député maire communiste qui s'appelait René Liebon, qui est d'ailleurs toujours vivant et toujours, sinon maire, du moins député communiste de Port-de-Bouc, menait effectivement les manifestations aux côtés des sionistes. Pas par amour du sionisme, mais par, je vous ai dit tout à l'heure, par anti-impérialisme britannique. Alors, est-ce que vous-même, vous avez réussi à monter à bord de l'un de ces bateaux-cages? C'est-à-dire que c'est mon aîné dont je vous parlais l'autre jour, François-Jean Armorin, qui est le premier monté déguisé en médecin. Il a été suivi par quelques-uns, mais c'est lui qui a été le premier a réussi à remonter d'abord et à donner le premier grand reportage qui a été repris dans la presse mondiale. Alors ensuite, nous, on tournait avec des petits bateaux autour, et bon, la police essayait de nous chasser, et puis quand on pouvait revêtir une blouse blanche, on montait avec les infirmières et les médecins, et là, on voyait que les gens étaient décidés à rester jusqu'au bout en disant, non, merci la France, l'hospitalité, on n'en veut pas, nous, on vient de Palestine, on retourne en Palestine. Une délégation monte à bord, une délégation française pour se rendre compte de la vie quotidienne de ces prisonniers sur les bateaux-cages. Quelle sera sa réaction à son retour à Port-de-Bouc? Elle était surtout chargée de communiquer l'offre d'hospitalité du gouvernement français et elle essuie un refus collectif des engagés, c'est le cas de le dire. Alors, le consul britannique qui est là, quand il leur dit, écoutez, la délégation revient en disant, les gens ne veulent pas descendre, et le consul britannique dit, vous, les Français, vous ne jouez pas le jeu, nous allons laisser les Juifs rôtir au soleil dans leurs eaux le temps qu'il faudra, et vous allez voir, ils vont finir par descendre. Alors, il faut dire que cette délégation, qui est présidée donc par le secrétaire général de la préfecture de Bouches-du-Rhône, M. Calavéry, comprend un certain nombre de personnalités, mais comprend aussi des interprètes, parce que comment cette délégation française va s'exprimer devant des gens qui parlent 36 langues. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse traduire en yiddish, en hébreu, etc. Et ces interprètes choisis par la délégation française, comme par hasard, ce sont les cadres de la Haganah, et notamment, il y aura Venia Pomerantz, qui est le chef adjoint du Mossad de Paris. Au bout de 23 jours, les Anglais vont décider de passer à l'action, c'est-à-dire de ne plus laisser ces bateaux en rade de Port-de-Bouc. La France leur demande que ce drame qui se déroule dans les eaux françaises depuis 23 jours, ça suffit. Donc là, les Anglais lancent un ultimatum en disant ceux qui ne descendront pas, qui s'attendent à pire, parce qu'on ne va pas les ramener ni à Chypre, ni en Palestine. Alors,
le bruit courait qu'on allait les emmener peut-être dans une possession britannique d'Afrique. Ou pourquoi pas à l'île Maurice, comme ça avait été le cas en 1940, vous savez. Et on apprend, pendant que les bateaux foncent vers Gibraltar, qui va être leur dernière étape, où descendront seulement 2 ou 3 malades d'ailleurs, on apprend la décision de Bevin de les ramener à leur vrai point de départ, c'est-à-dire des camps d'internement en Allemagne, des camps de personnes déplacées qu'on va transformer là en camps d'internement carrément. Alors, réaction des encagés quand ils apprennent qu'ils retournent à Hambourg. Ils ne veulent pas en démordre, ils disent, eh ben, on est sur le bateau, on va s'accrocher au bateau. On va s'accrocher le plus possible. Et le débarquement va d'abord va pas se dérouler facilement. Premièrement, il faut remonter depuis Gibraltar, traverser l'Atlantique, on est déjà au mois de septembre, on a bientôt. Donc l'automne arrive, les brumes d'automne, le temps change quand ils arrivent à la Manche, etc. Ils viennent de subir 1 mois et demi de Méditerranée dans une chaleur épouvantable, et ils vont arriver dans les eaux de la Manche et de la mer du Nord. Et finalement, le 7 septembre, ils se présentent à l'embouchure de l'île d'Elbe, les 3 bateaux-cages, pour accoster au port de Hambourg. Alors là, le port de Hambourg est transformé en véritable camp retranché par l'armée britannique. C'était d'ailleurs les parachutistes de la brigade de Montgomery qui vont assurer l'ordre. Les journalistes sont parqués dans un coin, derrière des hangars, des cages. La population allemande est évacuée et la force britannique monte à bord et à coups de lances d'arrosage, à coups de gourdins, etc., ils font descendre de force les gens de l'Exodus. Ça va durer 2 jours. 2 jours avec beaucoup de blessés, beaucoup d'orions, et vraiment une lutte où les gens essayent de se débattre et de rester accrochés à ces bateaux. Et finalement, on va les transporter dans des trains eux-mêmes grillagés, d'ailleurs, vers 2 camps de la région de Lübeck, qui s'appellent Amstau et Pompendorf, là où vraiment souffle le vent du nord, de la plaine de Lübeck, et sur des bosses des charniers où l'herbe n'a même pas encore eu le temps de repousser. Des camps que les Britanniques ont fait reconstruire par les Allemands avec des gardiens allemands. Quand ils vont entrer dans les camps, il y a la bureaucratie allemande sous autorité britannique qui va s'installer avec des tables pour essayer de prendre l'identité de ces gens-là. Et c'est là où ces gens vont déclarer s'appeler Adolphe Bevin, Greta Garbo, Charlie Chaplin, des noms de fantaisie, et vous savez que seuls les peuples heureux n'ont pas d'humour. Et finalement, ils disent tous, eh ben, d'où vous venez? On vient de Palestine. Eh ben, où vous allez? En Palestine. Mais de quelle nationalité êtes-vous? Eh ben, de nationalité, le mot israélien n'existe pas encore, mais juif de Palestine. Ou palestinien, comme on disait à l'époque. Et c'est ainsi que les bureaucrates allemands ont fini par renoncer à prendre la liste de ces gens-là, puisqu'ils n'ont plus de papier d'identité. Il faut dire qu'ils ont détruit tous leurs faux papiers, d'ailleurs, avec lesquels ils étaient partis du port de Sète, ont été passés dans la chaudière. Donc ces gens sont totalement dépourvus d'identité. Ils arrivent dans des camps qui sont souvent d'anciens charniers sur lesquels l'herbe n'a pas repoussé. Alors, comment va s'organiser la vie et qui va s'occuper de la gestion, de l'intendance de ces camps? Eh bien, peu à peu, c'est la Haganah elle-même qui va prendre en main la gestion de ces camps. D'abord parce qu'il y a un certain nombre de cadres de la Haganah qui ont été pris dans la nasse, bien sûr, qui sont restés volontairement sur le bateau. L'équipage du bateau, lui, à Haïfa, a pu se cacher dans les ballasts du navire. Il y avait des caches qui étaient préparées pour resservir une autre fois pour d'autres immigrants. Mais les cadres de la Haganah, eux, sont pour la plupart restés à bord. Et donc, se trouvent au milieu d'eux, c'est ce que les Anglais appelaient les meneurs, qui cherchaient à détecter. Et donc, avec en plus ces organisations caritatives, Croix-Rouge, etc., vont organiser la vie de ces camps, gardés par des Allemands. Et petit à petit, il va y avoir des filières pour faire repartir. Parce qu'il y a une promesse qui a été faite par les gens de la Haganah à ces Juifs de l'Exodus, c'est qu'ils feront tout pour les reconduire en Palestine. Et effectivement, dès le mois d'octobre, les 220 premiers, je crois, sortis de ces camps par la même filière clandestine qu'au mois de juin, vont se retrouver à Marseille et vont monter à bord d'un navire qui lui atteindra effectivement la Palestine, je crois, au début décembre, quelque chose comme ça. Et donc petit à petit, ces camps vont se vider. Ils vont être remplacés d'ailleurs par d'autres immigrants, parce qu'il faut voir que le mouvement de migration en Europe continue. En 47, il y a beaucoup de Juifs qui arrivent de Roumanie, de Pologne, etc. Ils remplissent ces camps. Donc ces camps
sont toujours pleins en quelque sorte. Mais les gens de l'Exodus, eux, pour la plupart, sont sortis. Ils seront sortis en 48 lorsque sera proclamé l'État d'Israël. Presque tous sont arrivés à destination. Et je dois dire que même certains seront embrigadés dans cette brigade de la bataille de la Troune, de la fameuse guerre d'indépendance. En quoi l'affaire Exodus a été un tournant dans l'histoire de l'immigration? D'abord, c'est le nombre. Jamais autant d'immigrants n'ont essayé de forcer ensemble le blocus des côtes de Palestine. Et deuxièmement, par cette faute politique extraordinaire des Britanniques de les avoir ramenés sur les lieux même de leur martyre, c'est-à-dire dans des camps d'internement en Allemagne. Vous vous rendez compte que l'opinion publique mondiale va en être bouleversée, mais pas seulement l'opinion publique mondiale, l'opinion de la délégation de l'ONU, la fameuse commission d'enquête dont je vous ai parlé dans la première émission de l'ONU qui était sur place. Elle va pondre finalement un rapport à majorité favorable au partage de la Palestine, c'est-à-dire à la création de deux États. Et c'est ce rapport qui va être mis en discussion jusqu'au fameux vote du 29 novembre, qui, à la majorité, je crois, d'une voix de plus, et je crois que c'est celle de la France d'ailleurs, va voter finalement le partage de la Palestine, qui est le prémisse de la création de l'État d'Israël. Par conséquent, il y a un lien direct entre cette bataille de l'Exodus et, finalement, la libération d'Israël. Jacques de Rogy, merci pour ce récit passionnant. On peut retrouver l'Odyssée de l'Exodus dans votre livre Histoire de l'Exodus, la loi du retour, paru chez Fayard.